Je vous propose d'étudier maintenant, dans un chapitre 2, ce qu'on appelle les flux financiers ou fiscaux entre l'EPCI et les communes. Il s'agit, qu'on appelle aussi des reversements de l'EPCI vers la commune, voire des communes vers l'EPCI. Ces flux financiers revêtent une importance énorme aux yeux des élus qui peinent à appréhender, à comprendre les mécanismes qui contribuent à la formation de ces flux qui ont de surcroît une dimension historique. Nous allons commencer par l'attribution de compensation. Cette attribution de compensation a pour fonction de rendre neutre, du point de vue des acquis, le passage en fiscalité professionnelle unique, en maintenant les équilibres budgétaires enregistrés avant sa mise en œuvre et avant les transferts de compétences mesurées à l'aune de l'année K, l'année précédant la mise en place de la fiscalité propre unique, ou des transferts de charges de première année. Les transferts de ressources et de charges sont donc neutralisés par des corrections financières, calculées en fonction des montants constatés l'année ou les années précédant les transferts de ressources comme de charges. Par nature, l'attribution de compensation constitue une dépense obligatoire. Il faut insister beaucoup là-dessus. Une dépense obligatoire. Elle n'est pas indexée, sauf exception. Ce que n'est pas d'ailleurs un nouveau transfert, qui rentre dans l'ordre des choses. Évidemment, votre attribution de compensation va être modifiée dès lors que vous opérerez une année donnée un transfert de charge d'une commune vers le groupement ou l'inverse. En dehors de ces nouveaux transferts, l'attribution de compensation est figée dans le temps, sauf certaines exceptions qui, comme leur nom l'indique, sont assez rares. Quand on regarde ça de plus près d'un point de vue économique, à partir du moment où on a dit que l'attribution de compensation est figée dans le temps, on se rend compte que pour les collectivités recevant cette attribution, elles subissent l'érosion monétaire, puisqu'elles ne sont pas indexées sur l'inflation. On verra plus loin que l'attribution peut toutefois être modulée sous certaines conditions assez drastiques, notamment en termes de majorité. La neutralisation en termes d'acquis financiers du passage en FPU passe par deux opérations inverses. La première neutralise les transferts fiscaux par le biais d'une attribution de compensation que nous appellerons l'attribution de compensation fiscale. Attribution de compensation fiscale. Ces transferts se concrétisent, depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2020, par des transferts de produits de cotisation économique territoriale élargis aux compensations afférentes, des produits d'imposition forfaitaire des entreprises de réseau, les IFER, et des produits de taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM. Je me répète, avant 2011, dans le cas d'une fiscalité additionnelle préexistante, la neutralisation passait, à l'inverse, par une déduction des produits des taxes ménages intercommunales et des compensations afférentes, produits que les communes pouvaient reprendre à leur compte dans le cadre de la spécialisation fiscale, chose que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Alors, ce que je viens de vous dire concernant les impôts ménages, ce n'est plus le cas aujourd'hui, on a aussi pu l'indiquer en amont, ce n'est plus le cas aujourd'hui, en raison de la généralisation depuis la refonte fiscale de 2010, de la fiscalité ménage additionnelle dans les EPCI en FPU, ce qu'on appelait la fiscalité mixte avant 2010, 2011, c'est tout simplement aujourd'hui une fiscalité additionnelle, ménage, quasi normale. Alors, la seconde opération, déterminant l'attribution de compensation charge. Alors, je répète, l'attribution de compensation charge, un terme que vous entendez sans doute pour la première fois, ou que les élus m'entendant parler entendent pour la première fois. Eh bien, cette attribution de compensation charge est égale au montant évalué des charges nettes transférées au groupement. Charges nettes, c'est-à-dire charges nettes des produits transférés des communes au groupement.
Alors, on va en parler de montants évalués. Eh bien, les travaux d'évaluation sont confiés à une commission locale d'évaluation des transferts de charges, qu'on appelle la CLET. Ces charges est soustraite de l'attribution de compensation fiscale pour donner l'attribution de compensation proprement dite budgétaire. Entendons-nous bien, l'attribution de compensation que vous pouvez constater dans un budget, c'est un solde. Et comme tout solde, il est peu compréhensible tant que vous n'allez pas donc situer et visualiser à un moment donné donc, les deux parties de ce solde, c'est-à-dire les moins et les plus. Petit déroulement du calcul de ce qu'on appelle l'attribution de compensation proprement dite, ou, pour simplement compléter ou préciser, l'attribution de compensation budgétaire, qu'on appelle ainsi, qu'on appellera ici dans ce cours, pour bien indiquer que c'est cette masse financière que l'on observe dans les comptes administratifs ou les budgets primitifs. Nous commençons par une attribution de compensation fiscale, donc TP ou CET large, soit que c'était avant la réforme fiscale de 2010, soit après. Alors large parce qu'il y a des compensations aussi qui vont être transférées et qui sont donc compensées. Vous diminuez cette attribution de compensation fiscale TP, CET, vous diminuez ce qu'on appelle l'attribution de compensation fiscale ménage large. Pour les anciens groupements en fiscalité additionnelle d'avant 2011, eh bien, nous avions donc dans ces EPCI préexistants, donc, qui avaient adopté la fiscalité additionnelle, la fiscalité ménage additionnelle, eh bien, on va y apparaître dans leur budget des impôts ménages, évidemment. Ces impôts ménages sont restitués à la commune, donc au moment de l'option pour la FPU ou la TPU à l'époque, et on va donc avoir à calculer une attribution de compensation fiscale, et qui déjà est un solde entre l'attribution de compensation fiscale, donc qui représente le transfert d'un côté des communes vers l'autre côté les EPCI en taxes professionnelles ou en cotisation économique territoriale ou produit post-TP si vous voulez, et de l'autre côté des transferts donc inverses donc, qui proviennent de l'EPCI, puisque l'EPCI va donner ses impôts ménages, en termes de taux d'imposition si vous voulez, aux communes. Ce qui n'est plus le cas depuis les créations après 2010, parce qu'on a vu tout à l'heure que ces impôts ménages restent donc dans le budget des EPCI. Mais dans la plupart des groupements de communes en France, et notamment dans l'ouest de la France, eh bien nous avons trace, si on veut bien aller chercher, donc, de cette attribution de compensation fiscale ménage, qui est venue en déduction de l'attribution de compensation fiscale TP, à l'origine. Nous allons enlever de cette attribution de compensation fiscale l'attribution de compensation charge, clairement identifiée. Ce qui va nous donner une attribution de compensation. Entre parenthèses, je précise qu'il s'agit d'une attribution de compensation budgétaire. Le principe de neutralité, le sacro-saint principe de neutralité, explique pourquoi une attribution de compensation peut être négative. Ben oui, elle peut être négative dès lors que les transferts de ressources, et les ressources nettes en plus, hors impôt ménage, que les transferts de ressources ont été moins importants que les transferts de charges. Il est dès lors étonnant que la loi permette de faire fi de ce grand principe qui est le principe de neutralité, en n'obligeant pas les élus communautaires à facturer aux communes concernées les attributions de compensation dites négatives. Peut-être que le mot est mal choisi. Il n'y a pas d'attribution de compensation véritablement négative. Il y a des attributions de compensation dans un sens et des attributions de compensation dans l'autre sens. Alors que dit la loi? La loi dit, ouvrez les guillemets, lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer à due concurrence un versement à son profit. Ça veut dire que l'établissement public de coopération intercommunale peut aussi ne pas le faire. Et c'est souvent ce qui arrive en dépit de ce principe de neutralité qui est battu en brèche donc, dans ces cas de figure qui, en fait,
correspondent à une incompréhension généralisée des mécanismes systémiques de l'intercommunalité. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, dans d'autres cas, le transfert d'une compétence peut prendre la forme d'un partage de charges existantes. Ah oui, on fait un partage de charges existantes dont l'intérêt communautaire justifie qu'elle soit supportée par l'ensemble du groupe territorial et pas simplement par la commune qui, jusqu'à présent, donc seule, faisait face à des dépenses, donc à du fonctionnement d'équipements, par exemple, et qui avait utilité dans l'ensemble du territoire de l'EPCI, ce qui crée un déséquilibre entre les dépenses et les recettes. Là, on peut imaginer, ça arrive, que la commission locale d'évaluation des transferts de charges puisse, selon la doctrine que je viens de présenter, qu'elle puisse proposer de ne pas valoriser ces charges. Cette situation exige évidemment une réflexion prospective sur les moyens de financement intercommunaux de cette charge communale ou communautaire, maintenant, cette nouvelle charge communautaire non compensée. Eh oui, encore une fois, le principe de l'équilibre financier cette fois-ci. Si vous considérez qu'une charge qui auparavant donc, était supportée par la commune va être financée donc maintenant en totalité par le PCI, eh bien, toute chose égale par ailleurs, cette EPCI ne peut rien faire d'autre que de faire appel à une pression fiscale complémentaire pour assurer donc la couverture de cette nouvelle charge qui n'a pas en face une recette venant de l'attribution de compensation. Là aussi, toujours avoir à l'esprit la question de l'équilibre. C'est trop facile de dire « Ah bah oui, bon, bah maintenant c'est réglé, c'est réglé. On va pas valoriser cette charge qui était d'intérêt communautaire. » Ce qui est le nom pudique de la charge de centralité, si vous voulez, d'une ville-centre, donc qui supportait des charges que peut-être les autres auraient dû aussi, auxquelles les autres communes auraient dû participer. Donc, on peut très bien comprendre cette idée de finalement partager des charges qui concernent l'ensemble des usagers de toutes les communes environnantes. Mais attention, à partir du moment où on a acté cette non-correction par ces charges, donc qui ferait que la commune continuerait à payer cette charge-là, eh bien, à ce moment-là, il nous faut trouver les moyens de financement dans l'intercommunalité pour faire face à cette nouvelle charge, donc au niveau intercommunal, qui n'a pas en face, donc, trouver sa recette. Le mode de détermination de l'attribution de compensation, à l'origine, à chaque transfert de charge, est codifié au 5 de l'article 1609 noni C du Code général des impôts, qui a été modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par la loi de finances pour 2011. Hormis les cas de fixation, révision libre, nous parlerons plus loin. L'attribution de compensation fiscale est mécaniquement déterminée en fonction des éléments fiscaux constatés l'année précédant le premier exercice en FPU, ou celui du changement de périmètre géographique, dans le cas par exemple d'une extension d'une communauté qui intègre en son sein des nouvelles communes qui jusqu'à présent étaient isolées. Alors ça paraît du coup très facile, mais attention, on verra tout à l'heure que les différents composants de ces produits fiscaux larges, y compris compensation, ne sont pas forcément aisés à identifier. Alors voici dans tous les cas pour l'attribution de compensation fiscale. Pour ce qui concerne l'attribution de compensation charge, eh bien, elle découle d'une évaluation devant être acceptée en termes identiques sur rapport ou en tenant compte de la CLET par des majorités qualifiées requises sur la procédure juridique utilisée. La plupart du temps, il s'agit de la majorité des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les 2/3 de la population. Tout ça, ça s'appelle la majorité qualifiée. Alors voici justement un aperçu, sur lequel je vais passer très rapidement, de l'ensemble des composants, donc des différentes masses utilisées dans le calcul de l'attribution de compensation. Premièrement, l'assiette fiscale, qui comporte, comme vous le voyez, les produits de TP, ou, ça c'était pour les anciens EPCI avant 2011, voyez, donc le produit de TP, qui sera maintenant le produit post-TP, les reversements fiscaux, les différentes compensations, un retour des impôts ménages du groupement, ça c'est l'assiette fiscale, composé
donc d'éléments fiscaux qu'on retrouve dans des notifications sur lesquelles il est nécessaire quelquefois de faire des calculs, mais à l'arrivée, c'est mécanique. C'est mécanique. Vous avez en moins là ces charges qui est égale aux charges nettes transférées et évaluées pour nous donner l'attribution de compensation. Là, il s'agit, vous voyez, de l'ancien calcul de l'attribution de compensation avant la refonte liée à la suppression-remplacement de la taxe professionnelle en 2011. Vous arrêterez un moment, si vous le désirez, ou quand vous serez amené à faire des exercices pratiques, sur le mode de calcul d'aujourd'hui, où vous ne trouvez plus, par une petite exception ici, le retour des impôts ménages, ou plutôt le transfert des impôts ménages intercommunaux aux communes, avec sinon un calcul similaire pour déterminer l'attribution de compensation. Je vous laisse quelques secondes le soin de passer en revue ce tableau. Rentrons maintenant dans le processus de détermination d'une attribution de compensation fiscale historique en année K, année de référence, c'est-à-dire au moment où on constate des ressources de N-1 et nous servent de base au calcul de l'attribution de compensation, pas de K, car c'est l'année précédente, la mise en place de la FPU, mais en K plus 1 et K plus N, puisque, comme je vous le dis, l'attribution de compensation fiscale, elle est figée, sauf exception, dans le temps. Alors, prenons les ressources de N-1 d'une commune. Cette commune perçoit des impôts ménages, taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, ainsi que des compensations afférentes de taxes d'habitation et de foncier bâti, qui sont versées à la commune comme compensation des exonérations de personnes économiquement faibles, et qui ne perdent donc pas la taxe d'habitation ni le foncier bâti. La commune, à l'origine, c'est bien vieux tout ça, recevait une taxe professionnelle de ses entreprises localisées dans sa commune. Elle recevait aussi des compensations du type de la plus importante d'entre elles, la suppression de la part salaire, puisque entre 1999 et 2003 fut supprimée une partie très importante de la taxe professionnelle, remplacée par une compensation dite compensation SPS. D'autres compensations multiples figurent aussi au budget à ce moment-là de la commune. Ces deux blocs combinés ou ajoutés forment ce qui va devenir le transfert attendu dans le cadre de la fiscalité propre unique qu'on appelait à l'époque de cette commune la TPU, la taxe professionnelle unique. Mettons cette commune en situation de transfert dès l'année N-1, de telle sorte que nous déterminerons l'attribution de compensation fiscale. Pas de changement du côté des impôts ménages que la commune prélevait jusqu'à présent. Pas de changement non plus du côté de ses compensations afférentes. En revanche, changement ici, puisque nous voyons que l'EPCI, donc pour ce qui concerne les bases d'imposition situées dans la commune I, va donner à la commune ses propres impôts ménages localisés sur le territoire de cette commune I, ce qui renforce les impôts ménages, ici plus ça, de cette commune. Mais vont aussi être données les compensations intercommunales du même type que celles de la commune. On a donc ici un transfert inverse à celui-ci. La différence entre ce qui est transféré là et là, ça me donne l'attribution de compensation fiscale, tout simplement. Vous voyez bien comment c'est un jeu de neutralisation. C'est un simple solde. Donc, on aura une attribution de compensation que nous reversera le PCI, qui est strictement égale à ce que j'ai perdu en année K, et ce que j'ai réellement perdu, une fois retiré, ce que j'ai gagné, c'est-à-dire ici, puisqu'on est en attribution de compensation fiscale, donc ce que je reçois du groupement, au titre des impôts ménages, y compris compensation qui était perçue à titre additionnel
jusqu'à présent dans le groupement. Prenons maintenant en main la question beaucoup plus complexe sur laquelle je vais être très rapide, ne serait-ce que pour conserver à ce cours et à cette vidéo son caractère de difficulté de numéro 1, sans rentrer dans les immenses difficultés que nous pouvons rencontrer dans le cadre de l'évaluation des charges transférées, qui constitue l'exercice le plus passionnant qu'on puisse faire dans le cadre d'un transfert de charges. Alors, on va s'arrêter sur cette fameuse commission d'évaluation des charges transférées qu'on appelle la CLET. Elle a été instituée par la loi à l'article et codifiée à l'article 1609 noni-C du CGI, modifié par l'article 183 de la loi du 13 août 2004. Alors que nous dit la loi? Elle nous dit que un EPCI va créer avec ses communes, avec les communes, une commission d'évaluation des charges transférées, la CLET. Comment sera-t-elle composée? Eh bien, elle sera composée de membres des conseils municipaux des communes. Ce sont des membres des conseils municipaux des communes. On ne parle pas de conseils communautaires. C'est bien au sein des communes qu'on va chercher donc, les personnes qui iront à travailler sur la mesure de ces charges transférées, quelques communes que ce soit, donc, vers l'EPCI. Alors la commission élit en son sein un président et un vice-président. Ce n'est pas forcément le président de l'EPCI. La commission élit en son sein un président. Et elle peut faire appel à des experts extérieurs. Vous êtes en train d'en observer un derrière votre écran. Devant votre écran pour vous et derrière pour moi. Le montant des charges nettes transférées est évalué au moment de la création de la communauté et à chaque transfert de charges. Bah oui, c'est vrai qu'au moment de la création de la transformation d'un EPCI en fiscalité additionnelle à fiscalité professionnelle unique, à fiscalité additionnelle, pardon, qu'on transforme en fiscalité professionnelle unique, ça peut s'accompagner, pas forcément, ça peut s'accompagner de transfert de charges. À partir de ce moment-là, oui, dès l'année K, on fait un travail d'évaluation des transferts de charges. Mais à tout moment, dans la vie d'un EPCI et des communes, des charges vont être transférées. Notamment quand il y a un renforcement dans la loi du nombre de compétences à transférer pour avoir droit, par exemple, à une bonification de dotation globale de fonctionnement. Alors, à chaque année, on aura donc à transférer et à évaluer les charges ainsi transférées. Alors ces charges, on le rappelle, sont nettes des ressources afférentes. Par exemple, vous transférez une piscine, vous transférez aussi les produits d'exploitation, les droits d'entrée à cette piscine. Et donc, bien sûr que c'est une charge nette qu'on transfère. C'est une question évidente, évidemment, que c'est une charge nette des produits afférents. La commission se réunit également postérieurement à l'année de mise en place de la FPU, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout nouveau transfert de charge. J'insiste un peu là. Puisque l'attribution de compensation, en réalité, elle est recalculée en chaque nouveau transfert. Alors c'est la raison pour laquelle donc, les observateurs et les analystes financiers sont souvent perdus. Surtout s'ils oublient de faire ce qu'on a étudié dans le cours d'analyse financière, la distinction entre les charges courantes strictes et les charges courantes d'atténuation dans lesquelles se trouve cette attribution de compensation. Ah oui, mais comme elle varie parce que ça varie en même temps que les charges transférées. Donc vous perdez une charge, donc ça vous fait une charge d'exploitation en moins, bravo on va dire. Puis de l'autre côté on va dire, oh là là, attention, l'attribution de compensation, charge, donc à condition de bien vouloir aller chercher l'attribution de compensation charge, là elle bouge aussi énormément. Oui, il faut retraiter tout ça pour pouvoir faire de l'analyse financière. Tout ça, comme je l'explique, c'est à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant K, donc neutre financièrement. Donc, il faut donc globaliser, consolider à un certain moment donc l'attribution de compensation et les charges pour pouvoir tirer une réflexion sérieuse sur la trajectoire de vos charges de fonctionnement. Les commissions locales d'évaluation des charges disposent
d'un cadrage, d'un encadrement législatif, au travers de l'article 4, de l'article 1609 noni C du Code général des impôts. C'est la procédure qui est le plus employée, l'autre procédure étant considérée comme étant dérogatoire, même si ce n'est pas ce que dit vraiment la loi. Alors, c'est quoi cette procédure encadrée? En 2 mots, vraiment en 2 mots. Hein. Les chartes de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux constatés l'année précédant le transfert. Ou bien d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est fixée par la commission. Ça, c'est pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement. On va chercher dans les budgets, il y a un compte administratif, finalement, hein, c'est mal rédigé d'ailleurs, hein, oui, hein, c'est mal rédigé parce que ça rend la loi. Hein, on va bien chercher dans les comptes administratifs passés, donc, ou l'année précédente, les montants qui ont été affectés à ces fonctions, à ces compétences-là. Hein. C'est la moindre des choses. Ça ne représente pas forcément une charge, elle peut être retraduite, elle peut être recalculée, mais la commission locale d'évaluation des charges doit partir donc, de ces éléments, de ces comptes administratifs. Quand je vous dis, selon la doctrine de cette université donc, et de mon équipe de recherche, que ce sont des coûts, des charges plutôt, qui peuvent être retraités, c'est parce que dans la loi est indiqué qu'on prenait les éléments d'après les comptes administratifs. Ça veut dire qu'on peut aussi s'en éloigner quelque peu pour retraiter, quand il se doit, des dépenses constatées au compte administratif. Alors maintenant, les coûts de dépenses liés à des équipements. Eh oui, est lié, donc elle est calculée, pardon. Le coût, alors, excusez-moi, le coût des dépenses liées à des équipements est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Eh oui, c'est une dépense d'équipement, comme une notation d'amortissement, ça va être annualisé. Donc ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement, ou en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Alors son coût de renouvellement, là, attention, on s'écarte de la vision dans les comptes administratifs, puisque c'est bien ce que coûterait aujourd'hui cet équipement si on le renouvelait. Vous voyez, des études quand même poussées à faire pour calculer le coût de renouvellement. Alors, cette évaluation intègre aussi les charges financières et les dépenses d'entretien pour faire quelque chose de large. Vous voyez, c'est un coût annualisé d'équipement auquel on associe des charges financières liées à l'emprunt réalisé pour effectuer cet équipement, hein, et les dépenses d'entretien qui sont des dépenses induites par l'équipement lui-même. Donc tout est lié effectivement à l'équipement. Hein. Alors l'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. Et donc important de déterminer ce qu'on va appeler une durée de vie de l'équipement, hein, pour que le coût total de l'équipement, hein, soit divisé par le nombre d'années émanant de la durée de vie qu'on a arrêtée par hypothèse, hein, pour que pour une seule année, on ait le montant à affecter à l'attribution de compensation charge. Alors la valeur des charges transférées ainsi évaluées, hein, par la CLET est validée par délibération de la majorité qualifiée des conseils municipaux. C'est comme les règles de création d'un groupement de communes. Hein. Alors là, nous sommes dans la procédure générale, hein, classique, sur laquelle je vous dis quelques mots. Je ne m'appesantirai pas sur les procédures d'exception, hein, un tout petit peu tout à l'heure. Hein. Là, il s'agit de l'évaluation des charges en procédure encadrée. Il n'est rien d'autre que, comme je vous le dis, donc une procédure classique, très donc encadrée par la loi. Un schéma lié à une détermination d'attribution de compensation à partir donc d'un transfert de charges. Prenons les budgets communaux. Vous avez des charges communales, quelles qu'elles soient. En face, vous trouvez des produits, dont une dotation de solidarité communautaire, dont on a parlé un petit peu, qu'on verra dans une sous-partie tout à l'heure, hein, qui est une recette des communes. Vous avez toutes sortes de recettes de fonctionnement, hein, on appelle ça autre que quoi, que la dernière, hein, l'attribution de compensation. Voici en année N donnée, hein, donc une composition des produits, hein,
la DSC, toutes les recettes hors DSC, attribution de compensation, et l'attribution de compensation, hein, qui, comme vous le voyez, donc, nous fait avoir l'équivalence au total entre les produits et les charges. Regardons d'un autre côté le budget communautaire, qu'on a mis par commodité à la même échelle que la totalité des budgets communaux. Il y a une charge que vous saviez calculer. Le produit de DSC ici, c'est une charge là. Évidemment. La DSC provient de l'EPCI et est attribuée aux communes. Vous avez toutes sortes de charges courantes, intercommunalité initiale quand l'EPCI préexistait à l'option de fiscalité propre unique. Et vous avez l'attribution de compensation. Comme par hasard, l'attribution de compensation en dépenses dans le groupement est égale à l'attribution de compensation reçue par les communes. Je me moque un petit peu de vous là. Hein. L'ensemble des produits du groupement, y compris la dotation globale de fonctionnement et les produits fiscaux, bien entendu. Hein. Tout ça s'équilibre. Venons-en au transfert de charges. Les communes laissent une compétence, ou deux, ou trois, donc, au groupement. Donc, on fait apparaître ici la part des charges transférées qui va partir. Il va partir où? Eh bien, il va partir ici, dans le budget communautaire. Et vous voyez que, au lieu de faire une charge supplémentaire que vous attendiez peut-être ici, non. Cette charge supplémentaire, si on revient, elle a pris, regardez, la place de l'attribution de compensation. C'est une substitution de charge à une autre. Donc, et l'attribution de compensation diminue. Alors si elle diminue là, il faut qu'elle diminue là aussi. Vous voyez? Et oui, donc diminution de l'attribution de compensation que les communes reçoivent. Et à l'arrivée, ben, les deux donc, blocs ici, qui sont équivalents évidemment, hein, disparaissent pour laisser place ici donc, à des charges moins importantes, hein, donc, des charges plus importantes ici parce que nous avons ces charges transférées là avec ces charges courantes intercommunales initiales, hein, donc, avec ça en plus donc, et une attribution de compensation qui s'est ajustée donc, au montant des charges transférées. Voici illustré ce que chaque année, donc, on voit apparaître dans les budgets communaux et intercommunaux, car partout en France, chaque année, on observe un certain nombre de groupements, des transferts de ce type-là. Et vous avez là compris que, je n'ai pas fait le schéma, parce que c'est plus le moment de le faire, hein, mais si vous avez transféré des charges qui venaient jusque-là, vous voyez, jusqu'ici, là, et bien votre attribution de compensation, elle aurait été comment là? Ben, elle aurait été justement dite négative. Et donc cette attribution de compensation là, il faudrait que je fasse le schéma quand même, c'est vrai. Hein, elle serait apparue ici, en charge. Elle serait apparue ici, en charge. Et elle serait apparue ici en recette. En recette. Eh oui, eh oui. Ben, tout simplement parce que c'est une opération de neutralisation. C'est la raison pour laquelle on ne comprend pas que partout en France aujourd'hui, des élus comparent leurs attributions de compensation les uns les autres. Ça n'a aucun sens. L'attribution de compensation, ben, elle est tributaire du montant des équipements que chaque commune a pu transférer. Quand vous prenez une ville-centre qui transfère ses équipements de centralité, comme les piscines, les maisons d'enfance, les théâtres, les écoles de musique, enfin, tous ces équipements de centralité qui vont être transférés, eh bien, évidemment que l'attribution de compensation va devenir facilement négative, surtout si la taxe professionnelle ou la CFE, hein, enfin, les produits post-TP n'étaient pas franchement situés dans la ville-centre, mais plutôt dans des villes périphériques où il y avait les zones d'activité, où il y a les zones d'activité encore aujourd'hui. Ouais. Donc, vous voyez, c'est cette illustration de la neutralité sur laquelle j'insiste beaucoup pour que tout le monde comprenne bien la nature de ce qu'est une attribution de compensation. Alors, c'est le moment de dire autre chose et de préciser autre chose. Il est très important de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, c'est bien distinguer l'attribution fiscale de l'attribution de charge. Parce que l'attribution de charge, si vous la mettez en évidence, ça fait apparaître quelque chose que des gens oublient ou ne savent pas.
c'est que le transfert de compétences d'une commune vers le PCI, ça ne se traduit pas vraiment par un transfert de charges. C'est un abus de langage. Sur le plan comptable, oui. Mais de nature comptable, d'imputation comptable, oui. Mais pas dans la réalité économique. Car si vous faites l'évaluation, comme on vient de le dire, par la commission locale d'évaluation des charges, et que c'est validé, que ça passe pas donc du coup par un partage de compétences et de charges plutôt d'une compétence transférée qui sera maintenant payée par tout le monde, c'est-à-dire par le PCI. Si on ne fait pas ça, ce qui est assez rare quand même, quoique, eh bien, quand il y a évaluation de la charge transférée, quand il y a transfert de compétences, eh bien, ça veut dire qu'on met en place, que, en substitution d'une charge d'exploitation qui va disparaître, l'équivalent en charge d'atténuation qui se trouve donc dans l'attribution de compensation à payer au groupement. Et si vous payez une attribution de compensation au groupement, du même type que celle que vous aviez à l'origine, donc dans votre budget concernant une compétence maintenant transférée, ça veut dire clairement, quelque chose que vous ne voyez plus, mais qui existe réellement. Ça veut dire donc que vous continuez dans votre commune à payer ad vitam aeternam cette charge au niveau qu'elle représente dans votre budget l'année K précédant l'option, ou plutôt l'option et l'option aussi de transfert de charge. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. D'où l'intérêt qu'il y aurait eu dès le départ, de ne pas faire cette erreur d'ailleurs, de ne pas distinguer l'AC charge de l'AC fiscale qui entretient vraiment un malentendu perpétuel et dangereux entre les élus communaux et les élus intercommunaux, enfin ce sont les mêmes, ou alors on va dire pour simplifier, entre la présidence et l'administration intercommunale d'un côté et l'ensemble des élus communautaires et communaux d'autre part, en appuyant sur la qualité d'élus communaux pour cette fois, n'est-ce pas? Alors c'est donc extrêmement important. Alors ce qui est en jeu là aussi, c'est quoi? C'est la prospective. Une fois que vous avez transféré votre charge, il y a deux situations possibles. Celle qu'on a connue systématiquement dans les années 2000. Une fois transféré votre charge, vous conservez la charge ad vitam aeternam, certes, mais au niveau de ce qu'elle était, de ce qu'elle représentait au moment du transfert. Mais si, une fois transféré, vos habitants et les habitants des communes, des autres communes, souhaitent que la piscine devienne un centre aquatique, eh bien attention, et là, il va y avoir un surplus de dépenses qui ne sera pas du tout donc, à compenser par la commune qui a transféré. Donc tout ce surplus-là sera à la charge de l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire, et l'ensemble du territoire, c'est quoi? C'est le PCI et c'est son budget. Donc c'est le budget de l'EPCI qui va supporter les augmentations de charges. Et comment ces augmentations de charges transférées vont être financées? Eh bien, elles vont être financées par la croissance attendue, espérée en tous les cas, des produits fiscaux. C'est ainsi que se trouvera l'équilibre intercommunal de notre système. Il se trouve que, depuis quelques années, depuis en tout cas l'année 2014, première année de contribution au redressement des finances publiques, et depuis des lois de programmation qui ont imposé aux communes, ça s'est assoupli un petit peu en ce moment, qui imposent aux communes une maîtrise des charges de fonctionnement, voire même des économies dans certains secteurs. Il se trouve qu'on a trouvé des cas de figure de plus en plus nombreux de charges qui diminuaient sur un certain nombre d'équipements. Et inversion du phénomène que nous connaissions dans les années 2000. C'est-à-dire qu'une charge qui a été transférée et qui continue à être payée ad vitam aeternam par une commune, eh bien elle diminue dans le cas d'intercommunal. Ce qui pose quand même un petit problème, que la commune continue à payer une attribution de compensation, donc sur cette charge transférée, qui elle-même a fait l'objet d'économies, un peu obligées d'ailleurs, alors même que l'attribution de compensation de la collectivité reste au même niveau. Vaste question, n'est-ce pas? Vaste question sur le fonctionnement systémique intercommunal et sur les analyses à mettre en œuvre pour caractériser ce fonctionnement systémique intercommunal. Je conclurai sur ce schéma
en vous rappelant que le transfert est neutre pour l'équilibre budgétaire des communes, à l'instant R de transfert de charge, comme il l'est pour l'équilibre budgétaire de la communauté à l'instant R. Je vous parle de l'instant R. Bon, il se trouve que là, on était en l'instant K, puisque c'est l'année de transfert également des produits fiscaux, hein. Peut-être pas d'ailleurs. Quand on parle de R, c'est l'année précédant un transfert de charge. C'est pas qu'on différencie de K. Alors R est égal à K quand il y a un transfert, donc au même moment donc, de la fiscalité à l'origine et un transfert de charge à ce moment même. Et autrement, R c'est quand une bonne fois pour toutes, en K, on a opéré le transfert, en cas plus simple puisque c'est l'année après, le transfert de la fiscalité, parce que ça se fait qu'en une seule fois, hein, sauf extension du périmètre, hein, on a après, tous les ans, des possibles transferts de charges en année R. Un dernier point, très bref, qui fait quand même couler beaucoup d'encre. Sous condition de passage par la CLET, l'attribution de compensation peut être fixée librement. Vous vous rendez compte? Librement. Alors vous faites fidéant, on a vu tout ce qu'on a vu avant. Librement. Alors attention, sous condition de majorité des 2/3 du conseil communautaire et de la cour et de l'accord, des communes intéressées. Alors ça c'est le 1 bis du 5 de l'article 1609 nonice. Alors deuxièmement, il est possible pour les EPCI déjà en FPU en 2010 de diminuer une assiette communale individuelle dans la limite de moins 5% de son montant. Attention, pour les seules communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 20% à la moyenne des communes de l'EPCI. Alors il faut passer par la majorité des 2/3 des conseils municipaux, mais on n'a pas besoin de l'accord des communes intéressées ni de l'avis de la CLET. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un non-sens. Alors, qu'on puisse demander à des communes donc, qui ont un potentiel fiscal élevé ou financier élevé de diminuer leur attribution de compensation qui est élevée, puisque historiquement, elles avaient des entreprises, ce qui justifie le fait qu'elles aient un potentiel financier élevé. Hein, ça se conçoit, bien entendu. Mais c'est la formule de la loi qui est absurde. Et vous avez tout de suite remarqué, quand je vous ai présenté ce petit 2 là de mon propos, qu'il y avait un problème, puisque, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'AC était un solde, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les AC, c'est très mouvant et c'est très disparate d'une commune à l'autre en raison de la présence de l'AC charge. Comment vous faites pour enlever 5% d'une AC négative? Pourtant, on n'a rien à envier à une AC positive, qui est exactement la même chose qu'une AC positive. Une AC charge, une AC négative ou une AC positive, c'est exactement la même chose. Or, vous ne pouvez pas enlever 5% à une AC négative. Donc, il y a un immense problème. On voit bien là qu'on a oublié la distinction entre l'AC fiscal et l'AC charge. Alors, quand on essaye de mettre en place ce genre de choses, on essaye de tricher un peu. Malheureusement, c'est nous qui sommes accusés de tricher en disant non, on va reconstituer l'AC fiscal historique. Et c'est à celle-là qu'on va appliquer les 5%. Mais n'importe quel recours pourrait gagner sur une interprétation comme celle que je viens d'énoncer. Car, franchement, c'est pas tout à fait ce que dit la loi. La loi, elle ne connaît pas l'AC fiscal. Elle ne connaît pas l'AC charge. Elle ne connaît que l'AC solde. C'est-à-dire qu'elle connaît quelque chose qui n'existe pas vraiment sur le plan économique. Un solde, rien de pire qu'un solde. Un solde, c'est pas fait pour aller appliquer des pourcentages d'évolution comme on est en train de le faire ici. Pareil, une attribution de compensation donc qui est très faible parce qu'il y a eu beaucoup de transferts de charges. Elle est positive, mais elle est très faible par rapport à une autre qui est relativement forte. Du coup, les 5%, ça ne veut absolument rien dire sur un montant très faible, un montant proche de 0. 5% sur 0, ça ne fait rien du tout. Vous voyez, cette idée-là, j'insiste sur cette question-là, qui n'est pas la question majeure de l'attribution de compensation, idée plus financière, quoique c'est bien une question qui doit se poser dans le renouvellement des pactes financiers et fiscaux. Hein. J'insiste là-dessus pour montrer qu'il y a une incohérence fondamentale qui est liée à un problème de compréhension de ce qu'était la neutralisation de réforme, de transfert à la fois de charges et de ressources, formant donc un solde à l'origine qui n'est pas utilisable
pour faire des montages financiers et pour établir des formules parce que on n'a pas la distinction entre la C charge et la C fiscale. Pour que vous sachiez, pour terminer vraiment là mon propos, que le Conseil communautaire peut décider librement de diminuer les AC en cas d'effet base global négatif. Alors on comprend bien que s'il y a un tsunami dans une commune, on en a connu nous, qui perd un gros établissement, mais qu'en même temps ce tsunami il se présente, et de manière beaucoup plus cruciale, aussi dans le PCI, qui, on le rappelle, touche à la fois du foncier bâti industriel et commercial, à condition d'avoir voté un taux d'imposition, et de la cotisation foncière des entreprises, sans compter la CVAE. Donc s'il y a une diminution dans le PCI des ressources fiscales extrêmement importante, donc il est normal que le Conseil communautaire puisse donc limiter le retour aux communes d'une TP qui n'existe plus, d'une ancienne TP qui n'existe plus, donc de produits post-TP qui ne sont pas capables de compenser ce que auparavant on recevait les communes en termes de ressources, représentant d'ailleurs l'histoire de leurs recettes. Voilà ce que je voulais, en quelques mots, sans parler par des techniques d'évaluation économique des charges transférées, vous dire sur les deux principaux flux financiers, donc relatifs à le premier flux financier relatif au système intercommunal.